Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous pour la seconde partie de New World Forum. Nous allons évoquer le sort de certains pays francophones qui connaissent des soubresauts sociopolitiques depuis un moment. Le Togo, le Bénin, le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo. Ils sont nombreux, ces pays, à s'agiter et à être agités par peut-être des mains extérieures. C'est ce que nous tenterons de voir avec notre invité, Dr Folioke. Bonjour. Bonjour, cher ami Gilles. C'est un honneur de vous retrouver. Vous êtes historien, politologue, pluridisciplinaire, puisque vous enseignez aussi les relations internationales. Vous avez beaucoup de casquettes. Et président finalement de mouvement panafricain à Laga. Oui, c'est vrai. Et nous pensons que la science soit un tout unique et que l'éclatement en plusieurs disciplines soit contre-productif, surtout pour l'Afrique, en ce moment de relance de notre civilisation. Donc voilà. C'est ce que la philosophie antique avait tenté, mais ils n'ont pas pu, parce qu'au départ, être philosophe, c'est justement cette pluridisciplinarité. Tout à fait. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait des limites aussi, non? Non, en réalité, les savants, jusqu'à l'époque de la Renaissance italienne ou européenne, les savants avaient toujours gardé cette ou pluridisciplinarité. C'est avec l'université, avec les universités post-canoniques, lorsqu'on a voulu libéraliser le savoir, qu'on a dû les éclater pour pouvoir contrôler les différents cursus intellectuels. Donc c'est un choix d'éducation nationale dans le cadre des États-nations. Mais le savoir, il demeure le savoir et nous devons toujours tendre vers la connaissance de ce point unique du savoir qui est complexe, à partir duquel tous les autres points du savoir se développent. Donc quand vous parlez du droit, vous parlez de la science politique, vous parlez des relations entre les nations, donc relations internationales, vous parlez de la physique, la mathématique, et toutes ces disciplines peuvent être cadrées dans un algorithme unique qui permet, en changeant de référentiel, de comprendre ce qui se passe ici. Prenons les théories des relations internationales, le constructivisme, le réalisme, l'idéalisme. Il s'agit à la fin de représentations théoriques des jeux qui se font entre les nations. Les nations sont les individus. Les individus sont les cellules. Donc à partir même de la biologie cellulaire, on peut développer des théories de relations interunitaires qui permettent de comprendre le système international global. Donc la science, en fait, elle est unique. Et je souhaiterais que même nos universités fassent une grande réforme de ce point de vue pour qu'il y ait plus d'interpénétration des disciplines. Quand vous allez en faculté de mathématiques, vous parlez de l'empire Songhai, que les mathématiciens en 5e année puissent vous parler. Quand vous allez en philosophie, vous parlez des intégrales, que ceux qui sont en philosophie vous parlent des intégrales, parce que c'est ainsi que nous pouvons former une génération nouvelle qui sera. Mais le problème, déjà, on a des difficultés à en finir avec une seule discipline. Et quand vous ajoutez d'autres disciplines, est-ce que ça ne complique pas? Ou d'ailleurs, c'est le fait de les assembler qui va faciliter la compréhension et la réussite? Non, en réalité, lorsque vous dites qu'on a du mal à finir avec une discipline, on ne finira jamais avec une discipline, aussi longtemps que l'univers se déploiera dans le cosmos. Les disciplines sont infinies. Mais peut-être qu'on pourra atteindre un seuil qui permettra de les rendre applicables dans la réalité. Donc dès lors qu'on arrive, on peut enseigner les sciences physiques, on peut enseigner la science électronique d'une façon exhaustive pour une application donnée. Bon, maintenant, les génies que nous sommes, chacun à partir de corpus théorique que l'école ou l'université offre, chacun pourra développer maintenant ce qu'il capte au niveau de son exercice intellectuel. Le développer, c'est cela, la création de la science. Bon, aujourd'hui, nous sommes plutôt dans un schéma où nous répétons des savoirs qui sont figés et que nous enseignons ou qu'on nous enseigne. Voilà. Donc, il n'y a pas le côté de la recherche, de la transgression des frontières du savoir. Parce qu'il faut avoir le courage de remettre en cause les savoirs actuels pour pouvoir découvrir de nouveaux savoirs. Je parlais tantôt avec un ami, aussi spécialiste du FA, et on était d'accord sur le fait que les 256 arcanes ne sont pas exhaustifs en fait. C'est une dimension du FA
il y a plusieurs dimensions du Fa dans lesquelles on trouve plusieurs autres arcanes, des milliers d'arcanes. Or, les arcanes du Fa permettent de concevoir la réalité, de connaître les énergies. Vous rendez-vous compte lorsque vous savez que vous êtes dans le Yeku, par exemple, vous êtes dans le Woli, vous trouvez que ce cycle binaire correspond au coq, à cet animal. C'est par ce système que le Boko vous dit, vous allez sacrifier parce qu'il sait que l'énergie qui se trouve dans le sang de ce coq de telle couleur permet de compenser le mal qui a été fait dans la transgression de cette formule du Fa. Et avec ce système, on peut développer des sciences pharmaceutiques. Mais je vous parle d'un petit savoir qui peut avoir des applications illimitées. C'est cette torpeur de la science de l'Afrique que nous souhaiterions dépasser. Oui, ce que vous dites, il me semble qu'il doit être très vrai parce que j'ai eu déjà des réflexions, mais en m'orientant vers la médecine par exemple, parce que l'hyperspécialisation, j'ai l'impression que ça a quelque chose de dangereux. Tout à fait, oui, justement, on dit qu'en fait, le spécialiste, c'est celui qui ne connaît rien, non, qui connaît tout du peu, qu'à la fin on a l'impression qu'il connaît rien de rien. Donc, trop se spécialiser vous met dans un couloir de la connaissance. Vous pouvez plus comprendre quelles sont les influences des autres secteurs du même objet de recherche. Exactement. Oui. Quand vous faites, par exemple, l'histoire, vous vous rendez compte que vous devez faire... Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut faire peut-être l'histoire sociale, l'histoire politique, l'histoire des relations, parce que l'histoire, c'est le passé. Mais quand vous faites la sociologie, vous voulez faire une thèse sur les années 1200, on vous dira que ce n'est plus de la sociologie, parce que la sociologie, c'est une science du présent. Or, le thème sur lequel vous travaillez est un thème social de cette époque. Êtes-vous en histoire ou en sociologie de l'histoire ou en histoire sociale? Donc, ce sont des dérivations qui font que, comme vous dites, l'ultra-spécialisation est nocive pour le développement de la science. Et vous, une dernière question avant de retrouver nos moutons. Où êtes-vous, comment on dit, comment vous avez appris la pluridisciplinarité? Où est-ce que vous avez été enseigné? Qui vous a enseigné? Alors, je crois que c'est une tendance naturelle que j'ai toujours. Si j'avais le temps, je m'inscrirais aujourd'hui en médecine pour faire un peu d'anatomie, pour faire un peu de statistique, pour approfondir les mathématiques. Et non, c'est une tendance. Mais en fait, j'ai eu un cursus scolaire qui m'a permis d'aller un peu dans plusieurs sens. Voilà. J'ai fait l'électronique. L'électronique, ça je ne savais pas. La télécommunication. Ah bon? Tout à fait. Fait les sciences sociales. Donc, j'ai eu enseigné les mathématiques, la chimie au lycée. Et donc, j'ai fait les sciences sociales, donc la sociologie, le droit, l'histoire. Et puis, je crois que c'est le contexte d'études dans lequel j'ai évolué. Ce sont des interfacultés. Et c'est un système qui n'est pas tellement français. Il est plutôt, il est latin, vous le voyez en Espagne, en Italie, un peu en Grèce. J'ai étudié en Italie, donc j'ai pu bénéficier de cette ouverture-là vers plusieurs disciplines. Vous vous rendez compte que tout est lié, en fait, tout est lié. Vous en êtes la preuve. Nous revenons donc à notre sujet. Togo, Bénin, Guinée, République démocratique du Congo, Tchad, on peut multiplier les exemples. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec ces pays francophones? La première question que je voudrais vous poser, est-ce que c'est totalement idiot de poser la question de savoir, en dehors des problèmes endogènes, est-ce qu'il y a des causes exogènes? Est-ce qu'il y a des facteurs exogènes? Est-ce qu'on peut tenter de chercher à voir à l'extérieur ce qui se passe, ce qui agite ces pays en interne? Non, c'est pas idiot, pas du tout. C'est d'ailleurs peut-être à partir de là qu'on doit essayer de comprendre ce qui se passe ici, à l'intérieur. Parce que c'est une grille de recherche qui aujourd'hui devrait peut-être être canonisée quand on veut étudier les processus politiques et sociaux dans les États, les nouveaux États indépendants en 60, en Afrique, surtout dans les États francophones. Il faudrait partir de la grille exogène, absolument. Pour quelle raison? Parce que le sens dans lequel va la vie, c'est dans ce sens-là qu'on fait l'enquête de la vie. Les États sont nés suivant quelle dynamique? Nos États, je prends le cas du Togo,
du Bénin, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, ils sont complètement nés à partir d'un centre qui se trouve en dehors de l'Afrique. C'est une donnée fondamentale. Donc ces États sont nés comme des périphéries. C'est ce que nous appelons en Sciences Po la dualité centre-périphérie. Et on évoque pour l'expliquer la situation de l'Empire romain, où Rome était le centre de la capitale et les provinces formaient ce qu'on appelle les périphéries. D'où le terme banlieue, c'est-à-dire les lieux qui sont bannis. Voilà. Et donc nos États sont nés comme étant les périphéries d'un centre. Et la définition du centre est plurisectorielle. Le centre est défini d'abord comme étant le centre de pouvoir politique. Le centre est défini comme le centre des modèles économiques. Il est défini comme le centre spirituel qui donne naissance à ces États dont nous sommes aujourd'hui des citoyens. Et ça fait qu'on ne peut pas comprendre les déflagrations ou les difficultés que connaissent nos États, logiquement, sans interroger la source qui leur a donné vie. Je prends un exemple précis. Tous ces pays que nous citons, le Tchad, la Guinée-Conakry, la République démocratique du Congo, le Togo, le Bénin, ainsi de suite, sont liés par un même phénomène, une même courroie économique et politique. Le franc CFA. Le modèle macroéconomique est différent du modèle macroéconomique des pays anglophones. L'ultra-libéralisation de l'économie est une caractéristique très longtemps éprouvée du monde anglo-saxon. Oui. Alors que le monde francophone est marqué par ce qu'on appelle le modèle jacobin, l'indivisibilité de la République ou des États. Et ça agit sur le plan économique. C'est l'État qui est le moteur économique. Ce ne sont pas les sociétés privées, comme dans le cas de l'Angleterre. Ça fait que nos États sont nés avec, je l'appelle, un vice. Du moment où c'est l'État qui s'occupe de l'économie, en fait, le début, c'est l'économie. Et à l'économie, on va ajouter la démographie. Parce que le système économique dans lequel nous avons pris naissance ne peut pas durer dans le temps, à moins que l'on fixe à un taux déterminé le nombre de populations ou le nombre de personnes devant vivre dans nos pays. Alors, lorsque vous n'avez pas la capacité de gérer vos politiques monétaires, où les politiques monétaires sont gérées par un centre qui est commun à plusieurs États, dont les caractéristiques sont différentes. Par caractéristiques, j'entends les dotations naturelles des territoires. La Côte d'Ivoire est naturellement dotée plus qu'un pays comme le Togo, du moins à l'état actuel de la science et des matières qu'on a découvertes. On considère que la Côte d'Ivoire est plus dotée. Donc un pays comme cela, dont la population est supérieure 2, 3, 4 fois à celle du Togo, on ne peut pas gérer, on ne peut pas appliquer dans ce pays la même politique monétaire qu'au Togo. Parce que la provision des ressources économiques ne suit pas le même rythme, la même fréquence. Et lorsque vous faites ça, vous avez des pays qui sont liés par des carcans, des règles qui sont des carcans économiques, qui font que, à un moment donné, le pays, le gouvernement ne peut plus répondre aux besoins sociaux des populations. Aujourd'hui, nous sommes à près de 8 millions au Togo. Le Bénin, c'est plus que le double. Et en Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Le Cameroun, n'en parlons, 20 millions au-delà. République démocratique du Congo, 70 millions environ. Donc, comment voulez-vous que les États, avec ce modèle, répondent à tous les besoins des populations? Pour un problème économique. D'où est-ce que ça vient? Ça vient du centre qui nous a donné naissance. Et nous savons très bien que le système monétaire économique que nous avons dans ces pays-là produit des devises pour le centre. Et ces devises sont exploitées dans tous les marchés financiers, sont investis, sont cotés en bourse et produisent et sont objets de politique économique. Cela fait qu'on ne peut pas sortir de ce système sans produire des incidences peut-être désastreuses au niveau du centre. Quand vous prenez l'éducation, parce que les personnes réagissent dans les pays sur la base des informations dont ils sont dépositaires. L'éducation, elle est cloisonnée. Elle n'est pas ouverte.
elle n'est pas ouverte. Quand vous prenez des enfants qui arrivent au BEPC, au bac, ils ont des connaissances théoriques, ils n'ont pas de connaissances pratiques. Ils vont à l'université, ils font 4 ans, 5 ans, 7 ans, ils sortent, ils attendent d'être embauchés par l'administration. Or, le cas du Togo que je connais bien, nous sommes à 52 000 dépendants, agents publics de l'État. Et nous sommes au-delà de 5 millions comme population active. Alors l'État ne peut pas engager tous ces gens, tous ces jeunes que nous sommes, alors que nous avons. Et donc il faut absolument penser à l'initiative privée. Mais l'éducation ne répond pas à ça parce que le système dans lequel nous sommes ne permet pas cela. Donc il y a beaucoup de ces causes qui proviennent du centre, qui font, c'est pour répondre à votre question, qui font qu'on ne peut pas analyser de façon exhaustive nos problèmes en faisant abstraction de l'exogène. Oui. Pour m'arrêter un moment sur le volet économique, ça veut dire que pour corriger les choses, il faut d'abord changer ce paradigme économique, réinventer une autre façon de... Tout à fait. Nous devons absolument, et ça c'est le travail des agrégés, des scientifiques de l'économie, nous devons absolument revoir le système économique. Parce qu'un État, c'est d'abord comme une entreprise. Et l'État doit être économiquement viable. Si vous prenez un enclos comme l'État, comme la République sahraoui, arabe sahraoui, alors une république pareille, on se demande si elle sera viable au plan économique. Il y a des gens qui demandent, par exemple, de faire une sécession. L'État du Biafra, dans les années 60-70, on s'est dit, bon, c'est un État qui peut être économiquement viable. Parce qu'ils ont beaucoup de ressources. Alors, nous avons donc l'État qui doit être une entreprise économiquement viable. Lorsque l'économie ne permet pas à l'État de survivre, ça veut dire que cette économie doit être réformée. Mais comment réformer l'économie? Il faudrait... Vous savez, quand vous prenez le modèle kelsénien, c'est-à-dire du libéralisme, qui nous a été vendu au début des années 60, avec ce qu'on appelle l'injection du capital initial, ça veut dire qu'on doit vous prêter de l'argent pour lancer votre économie. Ce modèle-là a créé ce qu'on appelle la crise de la dette dans les années 80, qui a entraîné ensuite les ajustements structurels, qui ont entraîné les crises des années 90, qui ont entraîné donc l'arrivée de la démocratie, du multipartisme, qui a entraîné le désordre politique et social dans nos États. Alors, ce modèle économique libéral, qui est le kelsénien, avait été d'abord critiqué et réformé par l'idéologie marxiste. Or, quand vous prenez Marx et Engels, ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas tenu compte de deux facteurs très importants dans une économie, le facteur culturel, le facteur historique. Donc, nous sommes aujourd'hui bloqués à un modèle théorique qui n'avait pas pris en compte nos réalités endogènes. Ça fait que l'économie doit être... Vous savez, prenez notre économie, on dit que c'est à 80% l'économie informelle. Comment pouvez-vous appliquer à une économie si informelle des femmes qui vendent au marché, ok? Et comment pouvez-vous appliquer à cette économie le système de contrôle de la taxe, de taxation, qui permet, dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, de renflouer les caisses de l'État? Vous ne pouvez pas taxer les bonnes femmes. Et les gens font de la tontine. La tontine ne fera pas marcher les banques. Or, la tontine, c'est l'habitude naturelle de l'Africain. Donc, c'est un autre modèle culturel qui doit donner naissance à un autre modèle économique. Allez-y penser, il faut réfléchir. Oui, mais comment sommes-nous obligés souvent à copier, à plaquer les modèles économiques d'ailleurs, des choses qui se trouvent dans des livres, plutôt que de réfléchir par nous-mêmes? Oui, c'est inventer notre système. C'est cela l'école. Lorsqu'on vous met dans un système scolastique qui ne vous donne pas la possibilité de réfléchir par vous-même, mais d'appliquer ce qu'on vous a enseigné, vous serez bloqué. On nous a dit, à l'école, on nous a dit que ce système fonctionne. Nous sommes devenus des adultes. On nous dit que ce système fonctionne. Alors, allez dans les représentations diplomatiques, dans les gouvernements, vous voyez des experts qui viennent de tous les pays du monde qui disent « appliquez cette méthode ». Appliquer cette méthode. Aujourd'hui, Idriss Déby a décidé d'opter pour l'austérité. Les partis politiques qui ont voulu se régember contre cette initiative, 10 ont été suspendus. Et ça crée aujourd'hui une crise qui devient politique, alors que le problème du Tchad,
c'est un problème économique. Qui parle d'austérité parle d'une réponse macroéconomique à une situation économique qui ne fonctionne pas. Et donc, comment se fait-il que des gens ne peuvent pas dire non à ce modèle? Parce que ce modèle est soutenu par des forces, ce que le cher doyen Renouvin ou encore Durocel appelle les forces vives dans les relations internationales. Donc, il y a des programmes auxquels le gouvernement souscrit qui s'inscrivent dans un modèle économique donné. On ne peut pas les arrêter comme ça, il faut une réforme. Or, lorsque vous tentez ces réformes-là, vous agissez sur l'équilibre du système macroéconomique mondial. Et donc, des gens se préparent, ceux qui vont être griffonnés par ces réformes vont se préparer pour vous déranger, peut-être pour changer le président, pour que sa réforme n'aille pas jusqu'au bout. Donc, il y a toutes ces forces qui font que il y a des intellectuels qui savent que ce modèle ne sera pas soutenable dans le temps et qui ont peut-être des modèles alternatifs. Mais les gens se disent, vous allez faire adopter ça par quel gouvernement et suivant quel schéma de transition. Et donc, c'est compliqué cette histoire. Et peut-être si aujourd'hui on se met ensemble avec des États comme les pays anglophones, Nigeria, le Ghana, qui ont déjà expérimenté la gestion autonome de leur monnaie, peut-être cela peut conduire nos États vers un autre schéma de politique macroéconomique. Oui, mais est-ce que cet autre schéma, c'est autre chose que cette propagande de sortie du franc CFA Alors, la sortie du franc CFA est une alternative que des économistes proposent, justement pour répondre à cette question d'inadaptabilité du modèle macroéconomique à nos conditions. Mais ce n'est pas la seule alternative, en réalité. Est-ce qu'il faut sortir du franc CFA? S'il faut en sortir, comment va-t-on en sortir? Ou n'est-ce pas peut-être mieux que le franc CFA soit, la formule soit revue? Ce sont des questions que l'on se pose. Bon, il est vrai que les comptes d'opération sont aujourd'hui incriminés. Bon, maintenant, tout cet argent, toutes ces devises qui appartiennent aux Africains, qui se trouvent au niveau du trésor français, si on est d'accord qu'elles appartiennent aux Africains, les Africains peuvent demander à n'importe quel moment leur rapatriement. Mais quel Africain le demandera? Bon, ça c'est une question politique. Oui. Et vous savez bien que ceux parmi les présidents africains qui ont voulu tenter cette voie se sont vus monter contre leur propre population, ou peut-être se sont vus ou assassinés ou destitués. Ce qui veut dire qu'il y a des forces puissantes. Oui, des forces politiques. Hein. Des forces politiques. Là, à ce niveau que je voudrais que vous expliquiez aussi, selon toujours votre grille de lecture, hein, oui. Cette relation-là entre le centre et la périphérie, oui. Mais au niveau politique, comment ça fonctionne? Voilà, au niveau politique, c'est que le système de décision des États est purement politique. Ça veut dire que lorsque un État prend une décision économique, il le prend sur la base de sa conformation politique. Donc le contrôle de l'économie passe par le contrôle du politique. Ouais. Ce qui fait que au début, dans les années 60, on s'est employé à mettre en place des chefs d'État et des gouvernements qui répondent aux exigences du centre. Ce n'est pas... c'est de bonne guerre. Moi, je le dis, je me dis que ceux qui ont fait ça, dont le général de Gaulle et ses associés, dont Foccart et les autres, ils ont fait un travail pour faire ce qu'on appelle la grandeur française, l'idéologie gaulliste. Il faut que la France devienne grande grâce à l'Empire. Et ils ont fait un jeu qui est froid et les Africains en sont rentrés dedans. C'est le temps, c'est l'histoire. Aujourd'hui, il faut faire un droit d'inventaire. Mais c'est comme cela que ça se passe. C'est-à-dire, on met en place des personnalités politiques, un schéma politique qui doivent correspondre aux exigences de la macroéconomie et de la finance mondiale. Et ça passe par le contrôle des élections, ça passe par le contrôle des mouvements politiques à l'intérieur des États et la surveillance des hommes politiques, leurs discours, leurs tendances. Moi, j'ai rencontré des documents dans les archives diplomatiques qui sont des analyses de personnalités politiques, cas par cas. Je vous dis, j'ai jamais vu ça. C'est les diplomates européens en place qui font ça. Ils font un travail méticuleux. Et je me suis demandé, c'est des chercheurs, parce que c'est un travail purement scientifique, vous voyez les grilles, mais ce sont des diplomates
ils ont des associés, ils sont payés pour ça et ils ne dorment pas, ils font ce travail. Ils étudient les profils des opposants, des éventuels présidentiables, ils les étudient et ils essaient de contrôler l'activité politique pour voir qui passera au Parlement, qui sera majoritaire, qui fera les lois, qui deviendra président. C'est des circuits qui sont en place, qui existent, qui fonctionnent. Ça fait que le politique est coincé, c'est-à-dire le politique est contrôlé et de telle façon qu'il réponde aux exigences du centre. Le centre, aujourd'hui, il est devenu amovible. Il n'est plus figé comme avant. Parce que ces États qui étaient les centres dans les années 60-70 ont connu aussi des mutations. Ils ont été supplantés par d'autres systèmes centriques. Si je prends l'exemple de la France aujourd'hui est contrôlée par des lobbies et des firmes qui sont généralement aux États-Unis, oui, dans la grande Europe bruxellienne, qui contrôle l'État français. Lorsqu'on a fait le référendum en 2000 pour passer à l'euro, le peuple français a dit non. Lorsqu'on a fait le référendum, en fait, il y a un contrôle même du jeu démocratique pour que la grande finance ne soit pas surprise par le choix des peuples. C'est pour cela qu'on parle d'entrée sociale. Les entrées sociales, c'est quoi? Ce sont tous les mécanismes qui sont sociaux, qui sont politiques, qui sont médiatiques, qui permettent de contrôler l'opinion et qui permettent de comprendre où va l'opinion. Je suis désolé, mais c'est comme cela la politique libérale. Le libéralisme, c'est une bonne idéologie quand elle est politique, quand il est économique, mais on ne libéralise que lorsqu'on peut contrôler. On ne libéralise pas comme ça parce qu'on veut libéraliser pour que les peuples disent ce qu'ils pensent. Quand vous n'avez pas des leviers de contrôle, vous ne libéralisez pas. Mais pourquoi en Afrique, on n'a pas ces leviers de contrôle, mais on tente de libéraliser? Justement, c'est cela le paradoxe de l'Afrique. Il y a un document écrit par Jean-Frédéric Turpin, qui est un spécialiste des relations internationales, qui a fait une étude en fait. Il a repris des études qui ont été faites par des services américains. Ils ont classé les États du monde sur la base de quels critères? Ils voulaient savoir quels sont les gouvernements qui ont plus de latitude de faire ce qu'ils veulent à leur peuple sans résistance. Le rapport gouvernement-peuple. Et c'est les gouvernements qui peuvent le faire du tic au tac, c'est le gouvernement d'Europe. Bizarrement. Là où on considère qu'il y a plus de démocratie. C'est-à-dire là où on considère qu'il y a plus de possibilités au peuple de s'exprimer, on se rend compte qu'en fait, les gouvernants peuvent faire tout ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Alors que dans des pays comme les nôtres, en Afrique noire, subsaharienne, on dit qu'il n'y a pas de démocratie. Ça veut dire que les peuples n'arrivent pas à s'exprimer, les gouvernements n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils veulent. Quand ils le font, les gens s'opposent. Et ce n'est pas facile à la grande finance de contrôler des États comme ça. Parce qu'il faut arriver à un équilibre où on puisse faire au peuple, sans qu'il le sache, ce qu'on veut. En fait, c'est cela, la finalité téléologique de la démocratie. Il y a un ouvrage qui l'explique. Cet ouvrage a disparu des circuits. Il remonte à 1700. C'est un ouvrage de philosophie politique où il explique, depuis la Grèce antique, l'origine de la démocratie. Pourquoi est-ce qu'on a voulu que le peuple arbitre? Le peuple doit arbitrer entre qui et qui? Les factions qui veulent gouverner. C'est le peuple, d'accord. Donc ce sont des idées qu'on enseigne, on ne peut pas enseigner, ce sont des idées qu'on n'enseigne pas dans les facultés, mais dont les gens se rendent compte lorsqu'ils observent la réalité, ils étudient un peu les phénomènes. Et donc c'est cela, en fait, nous, on n'a pas de levier pour contrôler, mais on veut libéraliser. Et ça entraîne des chaos. Les populations se déversent dans les rues, on n'a pas les moyens de les tempérer, de les contrôler. Les populations ne sont pas suivies et on n'a pas de gouvernance rapprochée. Les gens violent les lois civiques, personne ne s'en rend compte. Il n'y a pas de processus de punition. Vous voyez, je donne souvent l'exemple du fait que les personnes ne respectent pas le feu rouge, les feux rouges. Tout le monde fait, il n'y a pas de caméra qui contrôle. Et donc, les gens peuvent garer les voitures partout où ils veulent. Il n'y a pas de réglementation des espaces. Il y a un vide juridique énorme en Afrique. Et ça fait que les populations sont plus libres, paradoxalement. Mais cette liberté à double tranchant, en cas de conflit social, il n'y a pas de justice sociale. Parce que c'est le plus fort qui gagne. Et donc, nous sommes dans un processus où il faut choisir aujourd'hui, tous ces États, il faut choisir entre la démocratie libérale à l'européenne,
Ou la stricto sensu. dictature pure Non. et simple. Hein. Pas du tout. Ou une démocratie tropicale qui prend en compte les réalités africaines et qui soit une démocratie libérale lato sensu. Ça veut dire Ça veut dire dans un sens plus large, où après un processus de quelques décennies, on va cerner le modèle qui sera le plus adapté à nous. Il y a un simple critère qu'on prend en compte quand vous faites les sciences politiques. C'est l'unité ou la multiplicité du corps électoral. On parle de citoyens et de communautés. Alors, en Europe, c'est l'expérience individualiste de Bentham, que vous connaissez très bien. Le citoyen, il est unique, il est individualiste. La Révolution française, l'État révolutionnaire, en opposition à l'État erdérien. On vous dit ceci, le citoyen est portateur de droits et de devoirs. C'est lui le citoyen. Il exprime sa voix. En Afrique, il n'y a pas de citoyen avant la communauté. En Afrique, la structure, c'est la maison. C'est la communauté d'abord. Et le citoyen n'est citoyen que grâce à son appartenance à une communauté. Et les personnes respectent plus les édits de leur communauté que les édits de la Constitution. Donc nous sommes dans des États sauvages. Et la preuve, c'est que dans les processus électoraux, il suffit de donner un mot d'ordre au chef de famille, au chef de la communauté. Les membres de la communauté respectent ce mot d'ordre. Il n'y a pas de singularisation du citoyen au plan politique. Et est-ce que ce modèle-là... Vous souhaitez qu'on passe à un suffrage indirect? Tout à fait. Nous l'avons toujours dit, il faudrait qu'on passe à... D'abord, les Européens sont passés par le suffrage indirect, le suffrage censitaire, où les gens payaient pour pouvoir voter. Le suffrage universel est très récent, vous le savez. Aux États-Unis, au début du siècle, en France, c'est d'ailleurs en 1948, 46-48, qu'on a permis aux femmes de voter. Lorsque nous parlons souvent même de la grande révolution française, vous savez, dans les années 1789, à la Convention, à Paris, à la Convention, il y a un député qui a dit que donner le droit de vote à une femme, c'est comme faire voter les chiens. Les gens applaudissent. Et quand vous prenez même la Grèce, cet exemple mythique qui est donné, mais la Grèce, ce n'est pas une démocratie en fait. Nous soutenons cette thèse, ce n'est pas une démocratie. Il y a les esclaves, il y a les métèques. Et ce n'est pas tout le monde qui avait droit à l'agora. Alors que les décisions prises dans l'agora ont effet sur tout le monde. Ce n'est pas démocratique, au sens moderne et contemporain du terme. Et donc, nous sommes dans un schéma où, comme vous l'avez dit, on ne maîtrise pas les leviers et des modèles que nous voulons appliquer, mais on les applique. Donc, ça veut dire que nos pays sont ingouvernables, hein? Les pays dans l'état actuel sont ingouvernables. Je vous en prie. Vous savez, même les Européens, dans la période coloniale, n'ont pas pu gouverner. Ils ont gouverné par la force de la baïonnette. Tous les rapports sont là. Que quel que soit le pays, les populations n'ont jamais adhéré au format actuel de l'État. Ils n'ont jamais adhéré à la gouvernance actuelle. Ils sont étrangers à l'État et à tout ce démembrement. C'est ça la vérité. L'irrévérence que nos populations ont vis-à-vis de l'État, de ces symboles, ce n'est pas dû à un incivisme voulu. C'est dû à un problème d'inadéquation à un modèle qui leur est encore étranger et sauvage. Et donc il va falloir, c'est ce que monsieur Jean-Claude, comment il s'appelle, Jean-Claude, c'est un Belge, il a fait une étude, il parle de la véranda, de la chambre climatisée. C'est-à-dire, on a un modèle occidental à côté d'un modèle africain. C'est dans tous les aspects de notre vie. Dans le foncier, c'est la même chose. Le foncier, le droit dit que les terres appartiennent à l'État. C'est un décret de l'impérialisme étatique que Karl Marx a démonté dans sa théorie, où il dit que l'État n'est pas concevable. Alors on se demande, c'est aussi un paradoxe dans le marxisme. Dans quelles circonstances, dans quel contexte géopolitique allez-vous appliquer l'idéologie marxiste? C'est une grande question du marxisme. De toute façon, où on dit que l'État est possesseur du domaine foncier. Or, nous savons dans l'anthropologie juridique africaine que les terres appartiennent collectivement aux communautés. Sur la base de quel principe donc l'État, c'est-à-dire le gouvernement, va dire « cette terre m'appartient ». Depuis quand? Suivant quel pacte, quel contrat social? Ça n'existe pas. C'est le contrat social imposé par l'œuvre coloniale.
dont les gouvernements des années 60 ont garanti la continuité. Jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, ce contentieux n'est pas soulevé, n'est pas réglé. Nous nous amusons en embrassant des idéologies de la démocratie, de l'état de droit. C'est moi qui le dis, hein. Je défends l'état de droit quand il faut défendre. Mais je fais une analyse en tant que chercheur africain sur la base de notre histoire politique pour dire que nous sommes dans un rêve. Nous sommes encore en train de chercher le modèle qui sera plus adapté à nos sociétés. Oui, mais et que pensez-vous de ce modèle souvent promu par un homme politique? Lui, il pense que ce sont des hommes forts qui peuvent régler ce problème africain. Il n'a pas tort. Et moi, j'ajouterais des hommes forts illuminés. Ouais. Parce que quel que soit votre degré de compréhension d'illumination, si vous n'avez pas la force de votre illumination, elle ne vous portera nulle part. Il faut des hommes forts qui savent ou qui sachent dans quel sens ils veulent aller. Mais pourquoi presque toujours, les hommes forts, illuminés que l'Afrique a connus finissent par se pervertir? Et parce que, voilà, intéressante question. Ce n'est pas de leur propre chef qui se pervertissent. C'est parce qu'ils sont esselés. Et la charge de l'illumination nécessite une charge correspondant de soutien. Lorsque vous n'avez pas de soutien, vous devez faire attention à ceux pour lesquels ou pour ceux pour qui vous luttez. Vous devez vous protéger d'eux ou contre eux. Vous tombez dans ce qu'on appelle la perversion politique. C'est-à-dire, vous ultra protégez. C'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à M. Sékou Touré. C'est ce qui est arrivé à un certain moment donné à M. Sylvanus Olympio. Un peu à Thomas Sankara aussi. Thomas Sankara, lorsque, notamment au Togo, lorsque le premier coup d'État a été manqué de 61, et le second de la fin d'année de 61, il s'est rendu compte qu'il fallait rentrer dans l'autoritarisme. C'est comme cela, en fait, Mao Tse-tung, dont nous parlons souvent, sa révolution des 10 étapes. Mao Tse-tung a fait une révolution militaire, armée. Parce que chaque saut qualitatif dans l'univers doit s'accompagner d'une force correspondante. Quand vous n'avez pas de force, vous n'irez pas loin. Lorsque des États, vous avez cité M. Thomas Sankara, qui il a mis son pays dans une voie qui, ma foi, est très illuminée. Mais il n'avait pas la force de son illumination, de son programme. Il a été rabattu par les personnes qui étaient proches de lui, qui faisaient semblant d'avoir adhéré à son... C'est la même chose qui s'est passé au Congo-Brazzaville avec M. Pascal Lissouba, qui avait voulu se lever contre Elf. Et vous savez très bien comment ça s'est passé. Et c'est la même chose qui s'est passé en RDC avec le père Kabila, qui a voulu à un certain moment donné s'opposer contre les Américains du FMI. Vous savez comment il a fini. C'est le cas de M. Lumumba, Patrice Emery Lumumba. Il a voulu se rebeller contre les Belges dans une perspective africaine. Et on a vu comment il a fini. C'est que les illuminés ne sont pas entourés et ils n'ont pas la force de leur illumination. Mais je crois que c'est une fatalité du destin. C'est le temps qui fait cela. Et lorsque les temps seront accomplis, tous ces territoires qui sont aujourd'hui en train de se chercher vont trouver l'énergie nécessaire pour se réaliser. Le temps, le deuxième nom de Dieu, dit mon chanteur. Vous faites une belle transition pour évoquer maintenant l'explication spirituelle centre-périphérie. Comment cela marche? On n'a plus beaucoup de temps là. Par rapport à cela. Oui. Ok. D'abord, au plan spirituel, il faut savoir que la loi est un esprit d'abord. La loi, c'est la manifestation. C'est une expression spirituelle. Lorsque je vous dis, ne mangez pas la sauce d'Adémin tous les lundis, je suis une entité spirituelle. C'est en respectant cette loi que je vous protégerai. Toutes les lois du monde des sociétés proviennent d'une entité spirituelle. Donc les lois, ça dit même la forme de la République, elle est dictée par une entité, par un sens de l'esprit. La gestion des citoyens, toutes les lois à l'intérieur, la constitution, elle est force, elle est esprit. Alors, il se passe que lorsque ma constitution m'est donnée par un pays qui est exogène, qui m'est exogène,
je soumets mon pays, tout ce que cela représente, à l'esprit qui inspire cette constitution. Et donc, l'Afrique, en ayant accepté les constitutions venues de l'étranger, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient sud-américaines, qu'elles soient européennes, n'importe lesquelles, elle accepte ainsi de se soumettre aux esprits qui gouvernent ces États dont ils ont copié les modèles. Deuxième schéma, la politique, le monde politique se monte toujours sur des sociétés secrètes. Lorsque vous faites l'impérialisme et vous allez dans un État pour instaurer un gouvernement, vous devez absolument faire en sorte que les gouvernants soient dans les sociétés secrètes qui sont les sociétés d'élite de votre pays. Et donc, il y a une mise sous tutelle spirituelle des périphéries à travers les courants de pensée qui sont prépondérants dans les sociétés secrètes des centres. Ce mécanisme, ce dispositif est toujours en place. C'est pour cela que, dans l'option d'une libération mentale ou spirituelle des États de l'Afrique, il faudrait que les hommes d'esprit, les initiés, fassent un sursaut pour faire un travail afin de faire de l'Afrique un centre, d'abord au plan spirituel. Lorsque les pays africains deviendront des centres au plan spirituel, ces centres pourront générer maintenant des corpus de lois, des schémas de gouvernance économique, des schémas de gouvernance sociale, de gouvernance juridique qui seront en adéquation avec ces centres spirituels. C'est cela en fait la libération, l'indépendance. Est-ce que cette indépendance est possible dans la mesure où économiquement, politiquement, spirituellement, nous avons les mains liées? Est-ce que on peut... Elle est possible parce que nous sommes dans la vie et on se bat pour la vie. Elle est possible parce qu'il y a des réformes qui s'imposent. Même à ces centres qui gouvernent l'Afrique, il y a des réformes qui s'imposent. Et il y a des courants qui... Aujourd'hui, qui aurait pu dire il y a de cela 50 ans, que la Chine serait devenue la première puissance économique du monde. Et aujourd'hui, vous avez vu les réformes que les Chinois ont faites l'autre fois. Ils ont dit clairement, ils ont dit sournoisement qu'ils vont maintenant s'impliquer dans des questions de géopolitique mondiale, de politique dans les États. Donc c'est une nouvelle force qui arrive. Bon, comment la Chine a réussi? Les Africains aussi peuvent réussir, du moment où l'accès aux entités n'est pas bloqué. Les entités existent. Elles peuvent se révéler à n'importe quel Africain, donner des sciences nouvelles et créer des applications nouvelles. Donc il faut se battre pour la vie. Et les Africains aussi réussiront. Après vous avoir écouté, on a l'impression que ces crises que ces pays connaissent, au plan interne, si on veut s'en tenir aux causes internes, on passe carrément à côté de la plaque. On passe à côté de la plaque. Il faudrait partir de l'exogène. Comme vous l'avez dit, les modèles macroéconomiques, il faudrait les revoir. Prenez le Bénin, les problèmes avec les centrales syndicales. L'argent ne suffit pas. On a toujours des problèmes d'argent. Mais l'argent, c'est quoi l'argent? On a les ressources. Il y a un problème de traduction des ressources en argent. Donc c'est de la politique monétaire. Et si il a donné l'exemple du Rwanda, le Rwanda c'est l'autoritarisme en fait. Mais on ne se plaint pas parce que l'État travaille pour faire en sorte qu'il y ait du bien-être dans la population, parmi les citoyens. Personne ne sortira pour dire, personne ne sortira, et peut-être un opposant pour des questions personnelles, mais la masse ne se rébellera pas contre un gouvernant qui lui donne à manger. Donc le problème, c'est un problème de gouvernance macroéconomique que nous avons. Et cela sera réglé au plan exogène. Jusqu'à l'heure où nous parlons, elle ne peut pas être réglée au plan endogène. Et voilà. Et donc, c'est la même chose au plan politique. Pourquoi est-ce que les gens s'agitent au plan politique? Parce qu'ils veulent mieux gouverner que celui qui gouverne. Pourquoi celui qui gouverne mal? Parce qu'il n'a pas les leviers économiques pour donner à manger à son peuple. C'est cela. Et donc, c'est une question... En fait, c'est comme un processus d'avalanche. Et c'est une question qu'il faut régler dans le cadre des relations internationales. Ça veut dire qu'il ne suffira pas de changer les hommes à la tête des États pour trouver des solutions. Il ne suffira pas de changer les hommes. Ouais, on peut comprendre mieux
avec l'exemple de certains pays qui ont connu l'alternance, comme au Bénin, mais les problèmes sociopolitiques. Bien sûr, comme Bénin, aujourd'hui c'est l'alternance au Bénin. Oui. Et pourtant, vous voyez le Bénin en crise. Donc le problème, c'est pas le changement des hommes. On le dit souvent à nos amis du Togo, que nous sommes dans une situation où il faudrait penser à une alternative. Pas se focaliser sur l'alternance. Parce que l'alternance adviendra, de toute façon. Mais les problèmes qui minent notre société ne seront pas résolus par le seul fait qu'il y ait un nouveau président à la tête de l'État. Il faut penser aux problèmes du pays. Et on peut le faire en n'étant pas président. Merci. Docteur Foli-Ekoué, je vous en prie. Vous m'avez embrouillé un peu en me donnant beaucoup de lumière. Je vous en prie. Et nous arrivons à la fin donc, de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne. À très bientôt. Merci.